La forêt des disparus d'Olivier Ball. Chapitre 53. Lorraine. 10 mai 2011. Aux aurores à marée basse, un jogger a découvert un cadavre boursouflé dans la baie, retenu par une paire de menottes au corps mort. Sans aucun doute possible, il s'agit de William Sanders. Le pauvre homme s'est noyé tandis que l'océan montait autour de lui. Il a dû se voir partir. C'est horrible. 1 heure plus tard, à 8 heures, alors que Jerry et quelques hommes fouillaient la zone à la recherche d'indices, un deuxième homme a été retrouvé à une centaine de mètres sur l'île Kellen. C'est un des agents de Gold Beach, appelé en renfort, qui l'a repéré, inconscient au pied d'une falaise. A priori, l'individu aurait chuté et se serait blessé en tentant de rejoindre une barque à marée plus bas. Le masque de l'homme rouge dissimulait son visage. À sa main, il tenait une longue dague. Sur l'arme, on a retrouvé des traces de sang. Les analyses prouveront certainement qu'il s'agit de celui de William Sanders. C'est impensable, et pourtant, l'homme sous la cagoule, c'est Paul Green. Les agents ont ensuite fouillé la vieille Ford Country Square de l'étranger, qui était garée sur le parking menant à l'île. Sous le fauteuil passager, ils ont retrouvé les passeports de 5 dernières victimes. Dans le coffre, Harry a relevé des cheveux. Il est quasiment convaincu que la voiture a bien servi à déplacer le corps endormi de Sanders jusqu'à la plage. Tout l'accuse, c'est presque trop simple. Quand je suis arrivée sur place, j'ai vu Green enfermé à l'arrière de la voiture de Jerry. Les mains menottées devant lui, il a essayé de m'interpeller. Il me répétait qu'il n'y était pour rien, que c'était une machination, que l'assassin courait toujours. Je ne me suis pas retournée. Pour Jerry, l'affaire est close. Il est convaincu que Green finira par avouer. D'après lui, Paul Green et Howard Hall étaient les 2 tueurs. Liés par on ne sait quel secret, ils traquaient leurs victimes depuis des années. J'ai du mal à y croire. Mais pourquoi aurait-il fait ça? Selon Jerry, Paul connaissait peut-être Howard depuis longtemps, bien avant qu'il ne vienne vivre ici. Il compte bien tirer tout cela au clair durant les interrogatoires. Je ne sais plus quoi penser. Je suis complètement déboussolée et dépassée. Green serait donc le second coupable? Ça me paraît si fou. Lui qui paraissait tant vouloir aider Charlie, qui semblait si décidé à aller au bout de l'enquête. Peut-être que Jerry a toujours vu juste et que l'ancien journaliste m'a manipulée durant tout ce temps, me menant de fausse piste en fausse piste. Charlie Sanders, elle, a disparu. J'espère de tout mon être qu'on ne découvrira pas son cadavre à la dérive le long de la côte. Ça me paraît tout bonnement insupportable. Je m'accorderai aucun repos tant qu'on ne l'aura pas retrouvé. Je préviens Jerry que je pars à sa recherche. Le shérif doit, de son côté, terminer les prélèvements sur la scène de crime avec Henry. Ensuite, il lui faudra ramener Green au bureau pour préparer les interrogatoires. Après avoir vérifié sans succès si la gamine était revenue dans sa maison, je me gare devant la cabane de l'étranger. C'est là que Charlie a trouvé refuge lorsqu'elle se sentait en danger. Si elle avait su. La cabane est ouverte. Il y règne un capharnaüm sans nom, comme si Green l'avait quitté à la hâte. J'entre, j'appelle son prénom. Flash vient à ma rencontre. Le chien me renifle quelques secondes puis se désintéresse rapidement de moi pour aller se coller contre l'armoire. Cet animal a toujours été un peu bizarre. Je fais un tour rapide des lieux, mais aucune trace de Charlie. Je commence à détailler la table couverte de coupures de presse, de pages à noter. C'est ici que nous avons travaillé ensemble. Ici que je me suis livrée à lui. Quel imbécile. Une feuille attire mon attention. Paul a recopié les quelques idéogrammes, ces étranges runes avec en dessous un seul mot souligné, écrit en lettres capitales. Ascafroa. Cette fameuse divinité dont il m'a parlé. À côté, plus étrange encore, il a griffonné de longues lignes rouges sur une carte de la forêt. J'observe un peu mieux. Aucun doute. Green était en train de décalquer le symbole de l'arbre sur la carte. Qu'est-ce que cela signifie? J'attrape le plan, le plie et le range dans la poche intérieure de ma veste. Un bruit derrière moi, suivi d'un aboiement. Je me retourne, dans un sursaut, braquant mon arme vers l'origine du son. L'armoire a bougé de quelques centimètres. Des doigts apparaissent le long du meuble, et Charlie en émerge. Il y avait une cage là derrière. L'adolescente a l'air épuisée. Ses vêtements sont couverts de terre, elle a les yeux gonflés. Elle s'approche. Sans un mot, je la serre contre moi. Il est revenu, Lorraine. L'homme rouge, il est revenu. Il a pris mon père. J'hésite une seconde. Les paroles que je m'apprête à prononcer ne pourront plus jamais être effacées.
Elles bouleverseront son existence. Je passe une main dans ses cheveux. Charlie, on a retrouvé le corps de ton père ce matin. Il est mort noyé cette nuit. Elle me regarde et fond en larmes. Un chaos d'émotions traverse son visage, du chagrin bien sûr, mais aussi de la rage et de la peur. J'aurais pu l'aider s'il m'avait écouté. On serait déjà loin de cette foutue ville. Je suis vraiment désolée. J'aurais voulu empêcher ça. Tu es en sécurité maintenant. Où est Paul? J'ai besoin de le voir, de lui parler. C'est compliqué. Je vais te mettre en lieu sûr, te ramener chez moi. On discutera plus tard. Non, maintenant. Elle sèche ses larmes du revers de sa veste et me fixe. Cette gamine en a trop vu. C'est une survivante. Je lui dois la vérité. Paul vient de se faire arrêter ce matin, Charlie. Il semblerait qu'il nous ait menti à toutes les deux. On pense que c'est lui qui s'en est pris à ton père. Ce serait lui le second assassin. C'est impossible, pas après tout ce qu'il a fait pour moi. Mon père, lui, était lié à ce qui se passe à Redwoods, mais pas Paul, non, pas lui. J'ai l'impression qu'à cet instant, en plus de l'annonce du décès de son père, quelque chose se brise en elle. C'est qu'il lui restait de confiance, d'espoir, d'enfance. On verra ça au cours de l'enquête. Pour l'instant, il faut que tu te reposes. Je ne partirai pas d'ici sans flash. Très bien. J'ai ramené Charlie à la maison. Je l'ai installée en haut dans la chambre d'Alex. Elle dort depuis une demi-heure maintenant. J'ai laissé le chien de Paul s'installer à ses côtés. L'animal semble ne plus vouloir quitter la gamine, comme s'il pouvait ressentir sa détresse. John vient de rentrer pour me donner un coup de main. Mon téléphone sonne, c'est Jerry. Il a la voix pâteuse. Lorraine, Green vient de prendre la fuite. Il m'a piégée. Où es-tu? J'attends l'ambulance. Je suis sur la 101. Une dizaine de minutes plus tard, je me gare le long de la route. La voiture du shérif est sur le bas-côté, une ambulance stationnée à quelques mètres. Jerry est à l'intérieur, encadré par 2 infirmiers. Il a une grosse compresse sur l'arrière du crâne. Elle est tachée de sang. Je monte les 2 marches à l'arrière du véhicule et m'approche du brancard. L'un des infirmiers s'écarte pour me laisser passer dans l'espace exigu. Comment te sens-tu? Ça va, Lorraine. Je vais devoir passer quelques examens, mais a priori, c'est juste une grosse commotion. Raconte-moi ce qui s'est passé. On était en train de rentrer de l'île Kellen. Green a prétexté qu'il avait envie de vomir. J'ai arrêté la voiture, je l'ai aidé à descendre. J'ai été stupide, j'aurais dû être plus méfiant. Il s'est agenouillé là-bas. Jerry me pointe du doigt un endroit dans un petit fossé, à la lisière des arbres. Au bout d'un moment, en voyant qu'il ne bougeait pas, je me suis approché. Là, il s'est retourné. Il tenait une pierre dans la main. Il l'a abattue sur mon crâne. Il avait des yeux complètement fous, Lorraine. Si on ne s'était pas trouvé sur une route avec autant de circulation, il m'aurait achevé là, j'en suis certain. Avant de sombrer, j'ai entendu sa voix, il m'a dit « Tu mériterais de crever comme tous les autres. » Il a dû trouver les clés des menottes pendant que j'étais dans les vapes, puis il a pris la fuite. Est-ce qu'il a pris autre chose? Ton arme? Une radio? Non, rien. Je ne comprends pas. Pourquoi Green voudrait-il prendre la fuite? Il avait l'air prêt à te parler. C'est lui le deuxième tueur, il n'y a plus aucun doute. Tu aurais vu son visage. Je ne sais pas. Jerry me prend par le bras. On va retrouver ce salopard, on va lui faire payer. L'ambulance démarre dans un son de sirène hurlante. Je regarde le mur végétal de la forêt. On voit les premières rangées de troncs, puis derrière les ténèbres. Green est là-dedans, quelque part. Quand ça va se savoir, la ville entière va vouloir partir à sa recherche, et je ne pourrai rien faire pour les retenir. Pourtant, il y a tant de questions qui demeurent, tant d'éléments qui ne collent pas. Chapitre 54. Alex, 8 novembre 2008. C'est lorsque nous avons eu 20 ans que l'initiation a pris fin. Moi qui pensais avoir connu le pire, je m'étais même fait une raison. On s'habitue à l'horreur. Malgré tout ce qu'on a amené à vivre, notre esprit fait toujours en sorte d'ériger des barrières pour nous protéger. Mais il reste quand même certaines choses qu'on peut accepter, qu'on ne peut oublier. Après cette nuit-là, plus rien n'a jamais été pareil. Jusqu'alors, je parvenais à encaisser. Je pensais que c'était dans l'ordre des choses. Pour moi, le monde était cruel, dénué d'humanité. Tout n'était que violence et domination. Nous naissons soit chasseurs, soit chassés.
C'est ce que j'ai compris auprès des enfants de Redwoods. Je jouais le jeu puisque je n'avais pas le choix. Et depuis que je m'étais résignée et que je me montrais plus docile, le guide avait cessé de me maltraiter. Un soir, lors de l'un de nos week-ends, alors que nous étions réunis autour du sanctuaire, il y a eu une cérémonie. Il nous a attribué à chacun une cagoule assez similaire à la sienne. C'était un moment important. Nous allions enfin faire corps avec elle, enfin former un tout. Les racines deviennent des branches, les branches deviennent des racines, répétait-il. Les autres gars étaient fiers. Moi, je chantais que ça allait impliquer de plonger encore plus profondément dans les ténèbres. Sans que l'on comprenne pourquoi, il nous a fait boire de l'alcool. Beaucoup d'alcool. Une eau de vie amère à vous en retourner les tripes. Puis au cœur de la nuit, il nous a dit que c'était le moment. Nous avons marché longuement en forêt. Notre guide savait exactement où il allait. Malgré l'obscurité, il progressait sans l'aide d'une lampe. Ma tête tournait un peu à cause de l'ivresse, et j'ai failli me prendre à plusieurs reprises. J'ai failli me perdre à plusieurs reprises. Après une bonne heure de marche, notre étrange procession est arrivée devant un vieux grillage entrouvert. Nous avons franchi une colline, puis nous avons découvert les ruines de la mine hydraulique. Je n'étais jamais venu ici, évidemment. C'est formellement interdit à tous les habitants de Redwoods. Et même les jeunes du coin, en quête de sensations fortes, ne se risquent pas à foutre les pieds ici. On raconte trop d'histoires sur ce lieu maudit. Nous sommes arrivés devant une mine. Notre guide nous a installé des sortes de jumelles sur la tête et les a serrées. Je ne savais pas de quoi il s'agissait. Puis, il a activé quelque chose et d'un coup, j'ai commencé à y voir. Le monde m'est apparu en noir et blanc, sans que je puisse distinguer les détails ou les visages autour de moi. Avec leur grésillement sinistre et aigu, j'ai compris alors qu'il s'agissait de lunettes de vision nocturne. Certains chasseurs s'en servent dans le coin pour braconner la nuit. Notre guide nous a ensuite invités à entrer dans la grotte. Sous la lueur déformée des lentilles, les parois m'apparaissaient comme un aplat étrange, de gris et de noir. Je voyais à 2 ou 3 mètres de distance. Les jumeaux derrière ricanaient. Ils étaient ravis de leur nouveau gadget. En voyant le fil rouge qui serpentait au sol, je repensais au jeu qu'on faisait quand on était gamin, la voie rouge. Tout était lié, évidemment. J'ai cru entendre des cris au loin. Je me suis figée. Et le guide qui fermait la marche m'a poussé en avant. Nous sommes arrivés dans une grotte remplie de masques terrifiants, suspendus à la voûte. Il y en avait des dizaines. Il ressemblait un peu à celui de la statue du sanctuaire, celle qui appelle Askafroa, l'esprit de la forêt, notre protectrice et notre malédiction. Il y avait 3 autres hommes masqués à l'intérieur de la grotte. L'un d'eux avait de longues cornes, un autre des sortes de racines qui pendaient le long du cou, le dernier un morceau d'écorce percé à la place du visage. C'est à ce moment que j'ai remarqué le corps derrière eux, sur le sol. Ce n'était pas un cerf cette fois. C'était un jeune homme. Il était nu, grièvement blessé. Il rampait au sol en gémissant, tâtonnant autour de lui. Il ne voyait rien. Il ne savait certainement pas que nous étions tous là à l'entourer. Le plus horrible, c'est que personne ne semblait se soucier de lui. Pour eux, ça n'avait aucune importance. J'ai eu envie de vomir, de m'enfuir de cet enfer. Mais à cet instant, j'ai senti une main ferme se poser sur mon épaule. J'ai reconnu la bague. Et j'ai compris que je n'avais pas le choix, que je ne l'avais jamais eue. Comme pour les animaux que l'on achevait dans la cave du camp, ils nous ont tendu la lame et nous ont demandé de goûter le sang. Toutes ces mises à mort n'étaient qu'un entraînement. Les jumeaux sont passés les premiers. Ils ont tourné autour de l'homme, ils hésitaient. À ce moment-là seulement, ils semblaient réaliser ce qu'ils s'apprêtaient à faire. Mais ils ont fini par s'exécuter, trancher la chair puis goûter le sang. L'homme suppliait qu'on l'aide, que ça s'arrête. Ça a été au tour d'Owen. Alors qu'il s'abaissait vers la victime, j'ai bien vu qu'il tremblait. Mais lui aussi a fini par entailler le dos du pauvre homme, passer un doigt sur la lame et l'amener à sa bouche. Enfin, ça a été moi. L'homme qui maintenait son emprise sur moi a dit quelque chose, un texte que nous avons souvent répété, le guide, sans que je comprenne réellement le sens.
jusqu'à cet instant précis. Par quatre, toujours ils vont. Chacun a un rôle et font partie d'un tout. Il y a la branche, celui qui ramène et qui attire à nous. Il y a l'écorce, celui qui protège et nous défend. Il y a la racine, celui qui transmet et étend notre emprise. Et il y a enfin la sève, celui qui fait couler le sang, celui qui nourrit à ce qu'à froid. Il a ajouté dans un murmure, et la sève demain, ce sera toi. Il m'a tendu la lame. Alors tous se sont approchés de moi pour me montrer qu'il n'y avait pas d'autre choix, qu'il fallait que j'en finisse. Je l'ai fait. Et depuis, il n'y a pas une nuit, maman, sans que je repense à ça. La main de la victime qui se serre contre mon bras, qui essaie de remonter jusqu'à mon corps, qui cherche à me toucher, à comprendre, tandis que j'enfonce la longue dague dans son torse, ses yeux habités par la terreur, son corps qui se recroqueville, une mare noire qui se répand sur la roche grise. Pas une nuit, pas une heure, et je n'en peux plus. 6e partie. Les masques d'écorce. Si tu quittes Redwood, tu rejoindras les proscrits, les maudits, les bannis, les masques d'écorce. Comptine de Redwood, 6e couplet vers 1940. Chapitre 55. Charlie, 11 mai 2011. Lorraine s'arrête devant la porte d'entrée. Elle se retourne vers moi, me sourit, mais je sens bien qu'elle est inquiète. Prête? Je hoche la tête. Tu es certaine que c'est ce qu'il faut faire, Lorraine? Demanda John. On ne peut pas rester ici avec Green dans la nature. Pour la sécurité de Charlie, je viens m'installer avec elle dans le bureau du shérif. C'est l'affaire de 1 ou 2 jours, le temps que l'on rattrape le fugitif. Le fugitif? D'après Lorraine, la menace est réelle. Moi, je ne réussis pas à croire que Paul soit mêlé à tout ça. Impossible que ce soit lui. Même Lorraine a des doutes, je le sens. Elle a beau répéter qu'il nous a manipulés toutes les deux, elle n'est pas convaincue de sa culpabilité. Certes, il s'est enfui et a agressé ce pauvre Jerry. Ce dernier est d'ailleurs passé ce matin avant que la décision soit prise de m'emmener au bureau du shérif. Il a encore une grosse compresse sur l'arrière du crâne, là où Paul l'a frappé. Jerry a fait de la disparition de Paul une affaire personnelle. Il s'en veut de l'avoir laissé s'échapper. C'est lui qui a planifié les recherches pour tenter de le retrouver. De nombreux habitants de Redwoods ont proposé leur aide. Lorraine m'a dit que la consigne était d'appréhender Paul sans le blesser, que les autorités avaient insisté sur le fait qu'il n'était pas armé. Pourtant, j'ai vu par la fenêtre du salon défiler les pick-up avec des habitants du coin brandissant leurs fusils, prêts à en découdre avec celui qui prennent pour le tueur de Redwoods. Ce n'est pas une recherche, c'est une chasse à l'homme. Paul ne s'en sortira pas. C'est impossible. La ville entière veut lui faire la peau. Il est temps d'y aller. Je caresse Flash qui restera chez Lorraine. Je le serre fort contre moi. Le chien lâche un petit geignement et me lèche la joue. On se reverra, vieux pépère. Enfin, Lorraine prend une grande inspiration et ouvre la porte. Elle regarde à droite, à gauche, puis me demande d'aller m'installer dans sa voiture. Nous descendons lentement Elder Beach Drive vers le sud. Malgré le bruit du moteur, on entend les lourdes basses des concerts de la grande scène dans le centre. On discerne même le brouhaha des voix, des applaudissements, la foule en liesse. Nous roulons en silence et apercevons des dizaines de campements de fortune sur la plage et des tentes accumulées sur des carrés de pelouse le long des parkings. Des milliers de touristes ont afflué jusqu'à Redwood. Les hôtels affichent complets depuis des jours. Ne trouvant aucun endroit où loger, les autres visiteurs ont dû donc improviser, transformant la ville en un camping géant. Déjà les conteneurs sur la promenade débordent de sacs poubelles. Une étonnante procession se déplace sur Hilden Beach. Tous les touristes se dirigent vers le centre. Certains arborent leurs foutus masques. J'en vois quelques-uns qui l'étendent au-dessus de la mêlée, à bout de bras. Un type barbu, aux bras couverts de tatouages, frappe 2 os l'un contre l'autre comme s'il s'agissait d'un instrument de musique. Des jeunes se baladent avec un faux squelette humain sur lequel ils ont greffé des branchages. Ils le brandissent en avant devant des touristes hébétés. Eux, ça les fait marrer aux éclats. Plus loin,
Un groupe a confectionné une banderole. À qui le tour agrémentée d'un dessin de tueur avec sa cagoule. La scène me donne envie de vomir. C'est de la folie, dit Lorraine. On a beau avoir interpellé la plupart des types qui vendaient des crânes et des masques à l'entrée de la ville. C'est trop tard désormais. Il y en a partout. Chacun a été farfouillé dans sa cave ou son grenier pour dégoter de quoi fabriquer un déguisement. La seule chose rassurante, c'est que tout ça devrait se terminer après la fin des festivités demain. Les touristes vont repartir, la ville retrouvera son calme comme avant. Je l'espère. En vérité, je suis sûre qu'elle se trompe. Ça prendra uniquement fin quand ils auront retrouvé Paul et qu'ils l'auront tué. La circulation devient de plus en plus dense. Voilà plusieurs minutes que nous n'avançons quasiment plus. Devant nous, ça klaxonne, mais rien n'y fait. Nous sommes bloqués sur South Sailor Beach Drive, pas loin de l'île de Kellen. Malgré moi, je regarde la grève, à l'endroit où on a retrouvé le corps de mon père, là où le tueur l'a condamné à la noyade. J'aurais aimé au moins te dire au revoir, papa. Te dire que je ne t'en voulais pas, que je sais que tu as essayé de m'aider, de te racheter. L'enterrement de mon père a été ajourné en attendant que les choses se tassent. La ville a proposé de payer les funérailles. Quant à moi, personne ne sait vraiment ce que je vais devenir. Il est question de contacter des membres de ma famille, de m'envoyer vivre chez des cousins éloignés à Eureka, des dégénérés de première. Tout le monde a l'air de vouloir choisir à ma place. Personne ne semble s'intéresser par ce que je veux. Qu'est-ce que j'y répondrai de toute façon? Foutez-moi la paix, laissez-moi partir seul loin de Redwood et quitter cette ville maudite à jamais. Pas certaine que ça passera. Lorraine essaie de faire la conversation. Je sais que c'est dur pour toi en ce moment, Charlie. Mais rassure-toi, je ne te laisserai pas tomber, quoi qu'il se passe. J'en ai marre des gens qui me font des promesses et qui ne les tiennent pas. Tous les mêmes. Paul, mon père et maintenant Lorraine. De belles paroles, des grands discours, tout ça, c'est du vent. Et à la fin, je me retrouve seule. C'est gentil, Lorraine. Je détourne le regard. Pas envie de causer. Fatiguée qu'on me traite toujours comme une gamine. J'aimerais qu'une fois au moins quelqu'un soit honnête avec moi. De la merde, Charlie, ton père est mort. Celui que tu croyais être ton seul ami est peut-être un dangereux psychopathe. Tu es la seule, t'as plus rien. À part ça, ça va. Je sors mon vieux lecteur CD de mon sac et place les écouteurs sur mes oreilles. Lorraine aimerait me parler, me rassurer encore, mais elle ne trouve plus les mots. Je mets le son à fond. Les Red Hot Chili Peppers, les morceaux Scar Tissue commencent. La guitare, la voix syncopée d'Anthony Kiddings. Ça donne un côté encore plus surréaliste au spectacle auquel je me suis forcée d'assister. La masse de touristes a créé un embouteillage géant aux abords du centre. Et le bureau du shérif est en plein cœur de la ville, juste à côté du parc où était installée la grande scène. Nous progressons péniblement, mètre après mètre, tandis que la foule autour de nous est de plus en plus compacte. Les festivaliers marchent sur la route, nous bloquant le passage. Je pense qu'on va arriver à rejoindre le centre, Lorraine. Je vais trouver une solution. La policière a du mal à gérer la situation. Elle enclenche la sirène et le gyrophare de son véhicule, baisse la vitre de sa portière, puis sort son bras en faisant de grands gestes pour que les passants dégagent le chemin. Mais elle ne parvient qu'à attirer un peu plus l'attention des fêtards sur nous. Des petits groupes commencent ainsi à encercler la voiture. Un ou deux types se mettent à tapoter sur le capot à l'avant comme s'ils jouaient des percussions. Ils se marrent. La voiture est à l'arrêt. Je regarde Lorraine. Ses mains sont crispées sur le volant. On tape contre ma vitre. Je me retourne dans un sursaut et me retrouve nez à nez avec un masque à quelques centimètres de mon visage. Un sac en tissu transformé en cagoule battant rouge. Je m'enfonce dans mon siège. Une part de moi est bien consciente qu'il ne s'agit que d'un homme déguisé. Ma raison me hurle que le type qui remue son couteau en plastique devant mes yeux est inoffensif. Pourtant, tout me ramène à ce moment où l'homme rouge frappait contre la vitre, lorsque mon père et moi tentions de sortir du garage. Finalement, le bonhomme soulève son masque pour me faire un clin d'œil. Pour lui, c'est un jeu, une gigantesque fête. Pour moi, c'est revivre une horreur sans fin. Il y a de plus en plus de monde autour de nous. Quelques types exécutent une parodie de danse tribale sous nos yeux.
D'autres rient à gorge déployée ou les prennent en photo. Lorraine perd patience. Elle fait ronfler le moteur, tente d'accélérer, les festivaliers se poussent, se bousculent. Un des gars, le long de la calandre, trébuche et tombe au sol. Il manque de passer sous les roues, mais ses camarades le tirent en arrière au dernier moment, en gueulant sur Lorraine. L'excitation se transforme en colère, ça frappe sur la carrosserie plus fort cette fois. Bonsoir, merci, c'est gentil. Je ne tiendrai pas une seconde de plus enfermée là-dedans. Lorraine, faut qu'on continue à pied. Elle semble reprendre ses esprits. Tu as raison, mais tu restes à mes côtés. Tu ne me lâches pas, ok? D'accord. C'est poursuivi, c'est trop long, Garance. Lorraine se gare sur la promenade en montant sur le trottoir. Nous progressons quelques instants parmi la foule, puis tournons sur la 9e rue pour rejoindre le centre. L'avenue est bordée d'une myriade de stands. Ça sent les grillades, les sucreries et l'alcool. Certains vendent des produits locaux, d'autres se sont installés sans autorisation et brandissent des t-shirts arborant l'inscription « La nuit des crânes, j'y étais ». Partout, des types se baladent avec des grosses glacières et vendent des canettes de bière, des cocktails glacés servis dans des gobelets. Il y a des relents de sueur, de cigarettes et de vomi. Ça fait déjà 3 jours, ça dure. Aujourd'hui, c'est le dernier soir. Le grand final. Partout, des yeux rougis par la fatigue et l'ivresse, des cheveux en bataille, des rires avinés. On me bouscule. Par moments, on ne peut quasiment plus avancer, tant les corps sont serrés les uns contre les autres. J'ai l'impression de sentir une main saisir mon bras et me tirer en arrière. J'interpelle Lorraine. Là, quelqu'un m'a... Nous nous retournons, nous retrouvant à contre-courant de la marche. Lorraine a la main posée sur la poignée de son arme. Elle respire fort. Devant nous, des centaines de visages défilent, des masques par dizaines. L'un d'entre eux attire mon attention. Il reste immobile, un peu en retrait. On dirait qu'il me fixe. Son visage est dissimulé derrière un crâne un peu trop petit. Je tends le bras vers la silhouette et me retourne vers Lorraine. Là, lui! Mais alors que je tente de le retrouver, l'homme a déjà disparu. Que se passe-t-il, Charlie? Demande Lorraine. Il n'est plus là. Je me fais peut-être des idées. Nous reprenons notre marche, tentant de nous frayer un chemin. Lorraine joue des coudes, en répétant « Shérif, laissez passer !» Mais personne ne l'écoute. Et tous ces masques, tous ces horribles crânes. Certains les portent au bout d'une pique de bois, d'autres autour du cou, en pendentif ou sur la tête. En plus des cagoules, des masques faits à partir d'écorces et d'assemblages de branches, un effrayant bestiaire de mort défile sous nos yeux. Je reconnais certains des animaux dont ils ont récupéré les restes. Ici et là apparaissent des crânes de cerfs, mais aussi d'ours, de cougars, de vaches et même d'oiseaux, dont des aigles et des buses. Tandis que mon regard passe de l'un à l'autre, une ombre immense progresse vers moi. Je lève la tête. Me surplombant, à plus de 3 mètres de hauteur, elle porte une tunique noire, déchirée par endroits, qui flotte autour de ses membres chétifs. Elle a de longs bras qui font de grands mouvements circulaires, porte un crâne de wapiti aussi terrifiant que majestueux, arborant d'énormes bois. Je reste bouche bée, immobile devant cette vision infernale. Les gens autour de moi s'écartent pour lui laisser place. La forme me tourne autour, certainement amusée que je reste ainsi paralysée devant elle. Un moment, elle s'abaisse vers moi et me fixe, son horrible faciès collé contre mon front puis repart. Je comprends alors seulement qu'il s'agit d'un acrobate portant un costume et des échasses. D'autres le suivent dans leur démarche lente et semblent flotter au-dessus de la foule. « Ça va, Charlie ?» dit Lorraine en m'attrapant par le bras. « J'en peux plus, Lorraine, il faut faire vite. » Les jeunes dansent sur le toit d'un magasin. J'ignore comment ils ont fait pour monter là-haut, mais ils sont une dizaine agglutinés autour de grosses enceintes martelant de la musique électro. Au pied du bâtiment, des policiers leur ordonnent de descendre. Les ados s'en moquent. Ils ont peint en noir sur le mur en béton une énorme inscription. « Nous sommes tous l'homme rouge ». Plus loin, nous croisons un homme et une femme debout sur le capot d'une voiture. Torse nu, la peau peinturlurée d'étranges inscriptions, le corps enchevêtré, ils se donnent en spectacle. Tour à tour, ils boivent dans une sorte de calice confectionné avec un crâne de renard. L'alcool dégouline sur leur corps. Autour d'eux,
Des curieux s'arrêtent pour les prendre en photo. Je commence à comprendre qu'il n'y a pas que des touristes dans l'assemblée. Redwoods est devenu un aimant pour tous les tarés des environs. Autour de moi, quelques familles avec des jeunes enfants semblent partager mon malaise. Nous ne sommes plus qu'à 100 mètres du bureau du shérif. Les basses sont de plus en plus fortes. Nous approchons de la grande scène. Des centaines de bras se lèvent, des mouvements de foule tantôt nous rapprochent, tantôt nous éloignent. Pendant quelques secondes, je perds Lorraine de vue. Et je regarde autour de moi, à moins de 5 mètres sur le côté, le même masque que j'ai aperçu plus tôt. Immobile, tourné dans ma direction, il m'observe. Ça ne peut pas être un hasard. Il est là. Il me traque. Lorraine réapparaît devant moi, me saisit le bras et se force à me sourire pour me rassurer. Dois-je la prévenir? Je tente de lui parler, mais elle ne m'entend pas. Je me colle à son oreille. Je crois que quelqu'un nous suit, un homme avec un crâne de chien ou de coyote sur le visage. Lorraine me fixe en écarquillant les yeux. Elle dégaine son arme et la tient à bout de bras. Avec tout ce monde, ces jeunes, ces familles, ces innocents. Non, c'est trop dangereux. À cet instant, le public se déporte brusquement sur le côté. Lorraine tend la main vers moi. Je l'attrape, mais ne parviens pas à la tenir. La pression nous sépare l'une de l'autre. Je m'égosille, mais personne ne m'entend. Je jette un coup d'œil derrière moi. Le crâne est là. Il me saisit par ma veste en jean et m'attire vers lui. Je suis pétrifiée. Il soulève alors son masque. C'est Paul. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je suis revenu pour toi. T'es en danger. On raconte que c'est toi l'assassin. Mais je suis innocent, Charlie. Il faut que tu me crois. Je l'observe. À cet instant, je sais qu'il ne me ment pas. Soudain, une détonation dans la foule. Il y a des cris, puis des corps qui se jettent au sol. À quelques mètres, Lorraine est là, les yeux écarquillés, et elle braque son arme sur Paul. Green, plus un geste, je tire. Paul me regarde. Il me lâche un de ses sourires en coin qui n'appartiennent qu'à lui. Un sourire qui ne fait pas semblant. Un sourire qui raconte la peur autant que l'espoir de s'en sortir. Je lui attrape la main, je serre fort. Il a compris que je le suivrai n'importe où, que j'ai confiance en lui. Il n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Je me rends compte seulement maintenant. Lui et moi, avant même de se rencontrer, on se connaissait déjà. Paul me place derrière lui pour me protéger, puis commence lentement à reculer. Il crie en direction de l'adjointe du shérif. Je suis innocent, Lorraine! Green! Non! Hurle-t-elle, brisée par le doute. Ne faites pas ça, ne me forcez pas à tirer! Vous ne tirerez pas, je n'ai rien fait! Écoutez-moi, c'est Jerry! Il a essayé de me piéger! Il voulait en finir! Je n'avais pas d'autre choix que de fuir! C'est Jerry, Lorraine, ça a toujours été lui, le deuxième tueur! Vous l'aviez senti, vous aviez raison, demandez-lui s'il connaît ce qu'a froid! Vous verrez sa réaction! Moi, je veux juste protéger la môme! Lorraine baisse son arme, perplexe. Et Paul, sans hésiter, replace son masque sur son visage et m'entraîne avec lui. Profitant de la panique et de l'agitation, nous nous enfonçons parmi le flot de touristes. Chapitre 56. Lorraine. 11 mai 2011. Il est 23 heures. Des cris proviennent de la forêt, des aboiements, des ronflements, des moteurs de voitures. Plus loin, le murmure de la ville s'est éteint. Le dernier concert des festivités du 150e s'est terminé il y a plus d'une demi-heure. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour moi, car si la majeure partie des touristes vont certainement partir, il en est autrement des locaux. Pour eux, c'est maintenant que la vraie fête commence. Ils vont chasser l'homme rouge, s'enfoncer dans la forêt pour tenter de débusquer Green et s'offrir ainsi la frousse de leur vie. Ils se croient dans un foutu parc d'attractions. Des dizaines d'habitants viennent rejoindre ceux qui étaient déjà sur place. Il y a des jeunes, des chasseurs et des piliers de comptoir. Mais aussi des monsieur tout-le-monde, des citoyens bien sous tout rapport qui ont enfilé leurs chemises de bûcheron, leurs chaussures de marche et sorti leurs fusils, dont ils ne se sont jamais servis. Ce soir, ils viennent prendre leur dose d'adrénaline, et c'est précisément d'eux que je me fie le plus. Quand ils me croisent, ils me répètent avec des mots qui sonnent faux qu'ils sont là pour aider. Foutaise. Je sens leur excitation, leur envie d'en découdre. Eux qui passent leur vie à se contrôler dans leur petit quotidien étriqué, eux qui gardent toujours leur ceinture un peu trop serrée, qui font toujours attention à sauver les apparences. Cette nuit, ils tombent le masque. Ils pensent avoir le droit de se laisser aller. Tout est devenu si chaotique. La nuit des crânes ne fait que commencer. Le sang va couler, c'est inévitable. Et au milieu de cette folie, Charlie et Paul Green sont là, quelque part en fuite, dans cette immense forêt. Je m'en veux tant de les avoir perdus de vue. Mais il y avait trop de monde.
Jerry avait installé des barrages aux différentes sorties de Redwoods, au nord sur la 101, au sud sur Shelter Street, à l'est sur Pilgrim Road. Autant de policiers qui seront trop occupés à encadrer la foule et qui ne pourront pas venir m'aider. Le shérif lui-même passe d'un barrage à l'autre, se rend sur place à chaque fois qu'on lui remonte une nouvelle information. Je n'ai même pas encore eu le temps de lui parler. Aux dernières nouvelles, il serait passé chez lui récupérer quelques affaires. Je suis à l'entrée de la forêt, pas loin de Myers Grove. Je me suis arrêtée au bord de la rivière de Hill Creeks, après avoir repéré plusieurs 4x4 sur le parking. Flash est avec moi. J'ai attaché une grosse corde autour de son cou en guise de laisse. Même s'il n'a pas l'air bien féroce, sa présence à mes côtés pourrait en calmer quelques-uns. Qui sait? Peut-être même qu'il pourrait m'aider à retrouver son maître. Pour l'instant, l'animal n'a pas l'air de briller par ses talents de pisteur. Il me suit nonchalamment. Je fais le tour des groupes, ne serait-ce que pour m'assurer que mes concitoyens ne sont pas trop avignés. Quand bien même je ne pourrai pas les embarquer, puisque je ne dispose d'aucun renfort. Je ne peux pas les inciter à garder la tête froide, leur rappeler que s'ils trouvent Green, ils doivent l'appréhender et me prévenir. Et surtout, ne pas le blesser. Mais je sais bien ce qu'ils pensent. Ouais, cause toujours Lorraine, on lui fera la peau à l'étranger. À croire que je brasse du vent. Je suis sur le pont qui franchit la rivière. Le faisceau de ma lampe balaie la plage de gravier en contrebas. Il y a de l'agitation, un groupe de jeunes le long du rivage. Des rires sur la berge et soudain, un coup de feu. Flash sur mes talons, je descends sur la plage. Appuyé sur ma béquille, je tente de trouver de bons appuis sur la grosse pierre. Mais chaque pas est une épreuve. Ma cheville me lance. J'arrive en bas. Là-bas, tout au bout, il y a de la lumière, des aboiements. Des jeunes s'amusent à tirer sur un crâne d'animal. Ils sont hilars, complètement saouls. Ils ont attaché leur chien à un tronc d'arbre. Les animaux aboient, la bave aux lèvres, excités par l'agitation. Leur laisse tendue derrière eux, les pattes en vent, griffes en l'air. Les pauvres bêtes sont au bord de l'étranglement. Flash passe devant eux, soulève la patte et urine au plus près de leur museau, comme une provocation. Ça les rend encore plus hystériques. Tandis que je m'avance vers les gamins, je reconnais la bande des jumeaux d'Herley. De petites frappes que Jerry et moi avons interrogées dans le cadre de nos recherches sur les enfants de Redwood. Ils en faisaient partie, aux côtés d'Ewen et d'Alex. À leurs pieds, les cadavres de bouteilles. Ils ne m'ont même pas remarqué, ou plus probablement sans contrefiche, car cette nuit, pour eux, tout est permis. L'un des deux frères, Kylian, s'apprête à tirer avec un fusil. Il a remonté sa cagoule sur son front. Avant qu'il ne fasse feu, j'attrape l'arme et le jette au sol. Il me regarde d'abord stupéfait, puis d'un air enragé. Mais ça va pas la tête. T'as pas le droit, Lorraine. T'as oublié qui je suis? Oui, et je m'en moque. Vous n'avez rien à faire ici. Je le fixe sans bouger. Le groupe de jeunes m'encercle, tandis que Kylian me dévisage en serrant la mâchoire. Son frère, Jérémia, apparemment plus sobre, le retient. On fait pas de mal, Lorraine. On protège notre ville. On participe à la traque comme tout le monde. Nous aussi, on veut retrouver l'étranger et lui trouver la peau. Il y a un paquet de fric à se faire. De quoi tu parles? Le jeune s'allume une... Pardon. Le jeune s'allume une cigarette, souffle en direction de mon visage. Bah, t'es pas au courant pour la récompense. Des notables du coin ont créé une collecte. Le premier qui bute cette saleté empoche 5000 $. C'est quoi cette connerie? Jerry est au courant? Bah, un peu qui est au courant. C'est lui qui a eu l'idée. J'ai vu lâcher 500 $ dans la caisse. Je prends sur moi et tente de garder mon calme. Il n'y aura pas de récompense. Rentrez chez vous maintenant. Vous tenez à peine debout. Quant à vos armes, elles sont confisquées. Vous les récupérez plus tard. Kylian tente de jouer les jures. T'as pas le droit, je te laisserai pas prendre mon fusil. Il me défie du regard. Je place ma main sur mon ressort. Tu ne veux pas jouer à ce jeu? Pas avec moi, pas ce soir. Rien à dire, Lorraine, t'as plus de grand que ton fils. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bah, Alex était une putain de flippette. Il chiait dans son froc dès qu'il fallait prouver qu'on était des hommes. Pas étonnant qu'il ait décidé d'en... Je lui envoie une énorme gifle au visage. La cagoule qui portait sur le haut de son crâne chute au sol sur les galets. Personne ne parle de mon fils comme ça, compris? Kylian est fou de rage.
Son frère pose la main sur son épaule. Bah, laisse tomber, Kill. De toute manière, on s'emmerde ici. Retournons dans le centre. Finalement, ils balancent leur arsenal au sol et s'éloignent, traînant leur chien derrière eux. Avant de partir, Kylian récupère la cagoule qu'il avait laissée choir au sol. Elle a beau se balancer au bout de son bras, je la reconnais immédiatement. Le tissu vieillit, la forme des coutures. Ce n'est pas un simple déguisement. C'est la même que celle que portent les tueurs. Où as-tu eu cette cagoule? Il semble soudain mal à l'aise. Bah, je sais plus trop. Je l'ai acheté en ville. Je m'approche et la lui arrache des mains. Je l'observe mieux sous le clair de lune. Aucun doute. Te fous pas de moi, Kylian, je la reconnais. Je sais pas, je te dis là. Il baisse ses yeux au sol et envoie balaguer ses galets du pied. Je n'en peux plus. Je braque mon âme sur son front. Maintenant, tu arrêtes tes conneries et tu parles. Je suis fatiguée, Kylian, de tous ces mensonges. À bout. Tu comprends ça? Je n'ai plus de temps à perdre. J'appuie fort le canon contre son front. Kylian craque et parle. C'est bon, attends, Lorraine, c'est bon. On l'a eu aux enfants de Redwood, là, quand on a fini notre formation. On en a tous reçu une comme ça. C'est une sorte de récompense. Jerry est au courant. Mais putain, mais ferme ta gueule, Kylian! Hurle son frère. Je le maintiens éloigné. Attends. Pourquoi Jerry serait au courant? Ben non, enfin, je sais pas. Il vient de se rendre compte de ce qu'il vient de me révéler. Vous deux, je vous veux demain dans mon bureau à 9h. On a des choses à dire. Maintenant, décarpissez. Je m'assois sur le gros tronc en bois blanchi et observe longuement la cagoule rouge. Flash pose son museau sur mon genou. Je lui caresse le crâne. Il n'y a plus que nous sur la petite plage. La pleine lune renvoie des reflets argentés sur la rivière. Les paroles de Green, avant qu'il ne disparaisse dans la foule, tournent dans ma tête. C'est Jerry, ça a toujours été lui. Jerry m'a menti. Il faisait partie des enfants de Redwoods. Chapitre 57, Charlie. 11 mai 2011. Je n'en peux plus, je suis à bout de force. Ça fait des heures qu'on marche. Paul fatigue lui aussi. Nous avons fait quelques pauses, mais jamais plus d'une minute ou deux. Paul ne veut pas traîner. Il pense que toute la ville est à nos trousses. Et le pire, c'est qu'il a sans doute raison. Sortir de Redwoods a été moins difficile que prévu. Avec cette foule, cette agitation, nous sommes passés inaperçus et avons pu nous faufiler à travers la ville et les barrages de police, ni vus ni connus. Nous avons dépassé le vieil aérodrome, puis pris la direction de l'étang de Crystal Lake. Pendant près de 2 heures, nous avons progressé à découvert sur les pentes sablonneuses qui longent la plage. Chaque pas était une torture. Et la peur me serrait le ventre. À chaque fois que l'on voyait des phares se dessiner au loin, je me répétais. Ils nous ont trouvés. Ils vont abattre Paul sous mes yeux. Après les dunes, nous nous sommes enfoncés dans le sous-bois aux abords du lac. Une zone marécageuse s'est étirée sur plusieurs kilomètres. L'odeur du soufre et de pourriture qui s'échappe des dos stagnantes est vraiment écœurante. Pas étonnant que personne ne vienne jamais dans le coin. J'ai la bouche sèche, ma langue colle au palais. J'ai mal aux pieds. Mes baskets sont complètement trempées, couvertes de vase. Il y a 10 minutes, j'ai perdu l'équilibre et me suis écroulée dans un buisson de ronces. Je me suis griffé les bras et mon jean s'est déchiré. J'ai l'impression que nous n'avançons quasiment plus. Le sous-bois est si dense qu'il nous faut sans cesse nous baisser, éviter les branches, contourner des arbres secs et tortueux pour aller de l'avant. Il faut se méfier tout particulièrement de certains marécages, couverts d'une vase si épaisse qu'on peine à les distinguer. À plusieurs reprises, mes pieds s'enfoncent dans la boue. Salut Steven, ça va? Et le pire dans tout ça, c'est qu'avec l'obscurité et cette végétation, je ne suis même pas certaine que nous soyons dans la bonne direction. J'ai l'impression qu'on tourne en rond. Sans compter qu'en marchant sur des branches mortes, on fait un boucan de tous les diables. Super bien, et toi? À ce rythme-là, ils vont vite nous repérer, c'est certain. La seule question est quand? Je pose ma main sur l'épaule de Paul. Une pause, s'il te plaît. Il se retourne, il est en sueur. Charlie, on peut plus s'arrêter. Tu as entendu les aboiements de chiens tout à l'heure? Ils ne sont pas loin. Nous sommes encore trop près des routes. Il faut continuer. Mais pour aller où? Je veux juste trouver un endroit où tu pourrais être en sécurité. Et ensuite? Ensuite, je sais pas. J'ai pas eu trop le temps de réfléchir. J'irai me rendre à Lorraine.
lui révéler tout ce que j'ai appris, lui expliquer que c'est un coup monté, que je suis innocent. Ils ne te laisseront pas te rendre, Paul, jamais. Pour eux, tu as tué mon père, Owen, Alvin et tous les autres. Ils ne permettront pas que tu sois pris vivant. Si je retrouve Lorraine, elle pourra me protéger. Il n'y a pas de souci. Avec un enfant, c'est normal. Je sens qu'elle doute, elle aussi, de Jerry. J'arrache un morceau de mouche, je te déchiquette. Tu as pu voir mon père avant que... Non, je me suis fait piéger au même moment que lui. Et puis on m'a emmené sur l'île Kellen. Tu penses que papa faisait partie des tueurs? Je le crois, oui. Comment as-tu fait pour t'enfuir? Raconte-moi. On était en route pour revenir sur l'île Kellen. Jerry s'est arrêté sur le bord de la route, m'a demandé de descendre. Il m'a forcé à faire quelques pas vers la forêt. J'ai entendu ramer son pistolet. Il voulait faire croire que j'avais tenté de m'enfuir et m'abattre là dans le fossé. Mais je lui ai dit une phrase qui l'a troublé. Aska froid me protège. Hein? Ça prend du temps. Aska froid? Bah, c'est compliqué. C'est une sorte de divinité que les tueurs vénèrent. Ça l'a déstabilisé que je sois au courant. J'en ai profité pour attraper une pierre et le frapper à la tête. J'avais pas le choix. J'ai pris la fuite, complètement paniqué. Paul, je voulais te dire, merci de ne pas m'avoir abandonné. Pas de soucis. Bisous. Merci. Bah, c'est normal, la môme. J'aurais voulu faire quelque chose plus tôt, aider ton père. Tu as fait ce que tu pouvais. Tu penses qu'on peut s'en sortir? Bah, je sais pas trop, j'espère, oui. Tu sais, j'en ai vu d'autres. Et j'ai appris un truc avec le temps. Je suis le, je suis le malchanceux le plus chanceux du monde. On devrait donc, d'une manière ou d'une autre, pouvoir s'en tirer. Paul fait tout pour dissimuler son anxiété. Mais à cet instant, il a l'air aussi terrorisé que moi, sinon plus. Et je lui lance. C'est dommage que Flash ne soit pas avec nous. Il aurait pu nous aider à mieux nous repérer dans ce labyrinthe. Tu veux rire? Avec son sens de l'orientation? Flash aurait juste été capable de nous ramener en plein centre-ville auprès du premier stand de hot-dog venu. Je réfléchis. Trouver un abri. Je ne connais pas très bien le coin, mais une idée me vient. Je crois savoir où on pourrait passer la nuit. Ce n'est plus très loin. Il nous faut juste traverser Pacific Shore. Mais pendant 1 ou 2 kilomètres, nous allons être à découvert. Il faudra faire attention. Une voix sur le côté à quelques mètres dans la broussaille. Et quelqu'un? Qui est là? Il y a quelqu'un. D'un geste, Paul m'ordonne de me cacher derrière un tronc couvert de mousse. Je tends la tête sur le côté. Un homme apparaît entre les arbres, décharné. Il a une quarantaine d'années, une salopette bleue, le crâne rasé, des grosses bottes aux pieds. Je le reconnais. C'est White, le gérant de Wolf Creek Country Store. Un type un peu niais, mais pas moins dangereux qu'un autre. Il est en âge. Il pointe un fusil sur Paul d'une main tremblante. Bougez pas, qu'est-ce que vous faites là? Laissez votre arme, je suis comme vous, à la recherche du fugitif. White sort une lampe torche d'une poche de son pantalon et la braque sur Paul. Qu'est-ce que je peux faire? Sortir de ma cachette et tenter de le calmer? White reprend. Ne me la fais pas à l'envers, je te reconnais, l'étranger. Ne bouge pas, sinon je te fume. Le type sort un téléphone et commence à pianoter dessus tout en gardant son arme braquée sur mon ami, en lui jetant des coups d'œil fréquents. Oh putain, quand les autres vont apprendre ça, ce bon vieux White qui attrape l'homme rouge, ils vont pas en croire leurs yeux. Ils pourront plus se foutre de moi. Ils disaient tous que personne viendrait dans ce putain de marécage, mais moi, j'ai eu du flair. Ah, je connais la région comme ma poche. Laissez-moi partir, je suis innocent, je vous en prie. Le type abaisse son téléphone et fixe Paul. Oh, mais tu vas aller nulle part. T'es mon trophée, Green. Mon putain de trophée. T'es au courant pour les 5000? Paul hoche la tête. 5000 billets verts de récompense sur ta tronche. Ça va être pour ma fille. Par contre, toi, pas certain que tu vois le jour se lever. Les autres sont encore plus remontés que moi. J'avance doucement. White et dos à moi.
Le plus discrètement possible, j'attrape une vieille branche au sol, la soulève et l'abat sur l'arrière de son crâne. Pris de surprise, il tire. Le bruit de la déflagration se répand comme un écho. White s'effondre au sol, sonné. Au même moment, Paul pose un genou à terre et porte sa main à son ventre. Par réflexe, j'attrape le fusil de White et le jette dans les marées verdâtres. Il s'enfonce dans l'eau vaseuse. Je me rue sur Paul qui tente de se redresser. Oh, ça va, c'est qu'une égratignure. Tu viens de me sauver la mise. Décidément, tu n'es vraiment pas une gamine comme les autres. Je suis plus une gamine. T'as raison. Par contre, tu aurais dû garder le fusil. Non, si on te voit armé, ils n'hésiteront pas une seconde à te tirer dessus. Je suis pas certain que ça change grand-chose, mais bon. Paul attrape le sac à dos de l'homme et en sort une gourde qu'il me tend puis l'enfile. J'en bois quelques gorgées tièdes. Ça me fait un bien fou. Paul boit à son tour. Tant que White est dans les vapes, on en profite pour filer. La main serrée sur le flanc, Paul a du mal à marcher. Sa blessure le lance. Nous tendons l'oreille durant tout le trajet. Pour le moment, la voie est libre. Aucun cri d'alerte. J'espère que le coup que j'ai donné à ce pauvre White ne l'a pas trop abîmé. Nous quittons enfin ce foutu marais. Nous atteignons un sentier qui longe une énorme dune de sable. Du bruit devant nous, des lumières tremblantes. Paul court jusqu'à un affleurement rocheux et se dissimule derrière. Je le rejoins. C'est un groupe de gamins, des ados, de 16 à 17 ans, qui débarquent à vélo. Ils sont 6. 3 d'entre eux portent des masques en bois. Ils passent devant nous, ralentissent un instant, puis continuent leur route en direction de la plage. J'entends un qui dit « Hé, on rentre les gars, il est plus de minuit. On a les foies, Greg. T'as peur que l'homme rouge te bouffe les tripes ?» répond un autre. Le groupe s'éloigne, tout le comté est à nos trousses. Nous arrivons en surplomb de Pacific Shores. Devant nous s'étend un immense terrain vague. Il devait abriter un programme immobilier qui n'a finalement jamais vu le jour, après que la société de construction a fait faillite. On passe devant un panneau publicitaire présentant le projet. L'affiche est déchirée par endroits, recouverte de graffitis. Pacific Shores. Une plage, un coucher de soleil, une vie qui vous attend. Il ne reste quasiment rien du chantier, hormis une vieille grue de carcasses de camions et le quadrillage au sol des différentes rues qui devaient composer la zone résidentielle. Je m'en souviens, à l'époque, maman avait rapporté un prospectus à la maison. Elle avait dit à papa qu'elle aimerait bien emménager dans une jolie maison là-bas. Le rêve, ça fait plus de mal que de bien, avait-il répondu sèchement. Trop cher, trop loin de la forêt. Au loin, de phares apparaissent. Nous quittons la route et avançons, pliés en deux dans les broussailles. Attention, chuchote Paul, tandis que la voiture roule lentement vers nous. Il s'agit d'un des véhicules du shérif. Le conducteur fait passer une lampe torche de droite à gauche. Baisse-toi et continue d'avancer, murmure Paul. Je m'exécute. Au fond de moi, pourtant, quelque chose me tracasse. Et si c'était Lorraine? Et si je lui révélais que Paul est là? Peut-être qu'elle l'interpellerait et qu'elle le placerait en sécurité. On pourrait ainsi soigner sa blessure. Tandis que j'avance, les yeux rivés sur le sol sablonneux, je ne me rends pas compte que mes pas deviennent un chemin qu'emprunte Paul. Soudain, un frémissement devant moi, puis des cris aigus. Tels des éclats d'encre dans la nuit grise, une nuée d'oiseaux s'envole en hurlant. Je m'écroule en arrière, surprise. À travers les herbes folles, à une vingtaine de mètres, la voiture de police s'est arrêtée. Une silhouette en sort, la portière claque. Paul arrive à mes côtés en rampant, je lui murmure. Et si tu te rendais? Tu es blessé? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. C'est peut-être Jerry. Le faisceau de la lampe balaie notre zone, puis part sur la gauche. J'observe mon ami. Il est recroquevillé sur lui-même, la main plaquée contre sa chemise tachée de sang. Des craquements dans les buissons plus proches cette fois, et la lampe nous frôle le dos. Une respiration lourde entre les tiges, j'essaie de voir le visage de l'homme qui progresse vers nous, mais je ne distingue qu'une seule chose qui me glace le sang. Son horrible masque. C'est lui. L'homme rouge est là, immobile, à moins de 10 mètres de nous. Nous a-t-il vus? Peut-être devons-nous tenter de nous enfuir? Non. Le terrain est complètement plat, sans le moindre arbre au relief, pour s'abriter sur des centaines de mètres. On serait tirés comme des lapins. Il faut attendre, espérer.
Je croise au regard de Paul, il a une main sur la bouche, certainement pour tenter de retenir son souffle. Un pas encore vers nous. Ses chaussures écrasent les herbes hautes. Le halo de la lampe s'immobilise à moins de 1 mètre de nous. Un grésillement de talkie-walkie vient couper le silence de la nuit. C'est la voix de Socombe, le shérif de Goldbeach. « Jerry, t'es là ?»« Ouais, je fais un tour sur Pacific Shores. On m'a signalé un coup de feu. Que se passe-t-il ?»« Lorraine te chargeait plutôt, elle voulait te parler. »« Ok, c'est noté, dit-il d'une voix monocorde. Merci. Je te recontacte plus tard. Vous n'avez rien repéré de votre côté, toi et tes hommes ? » Rien, à part une tripotée de types trop saouls. Walter, je te répète ce que je t'ai dit plus tôt. Green est dangereux. Si vous le croisez, n'hésitez pas. Abattez-le. Compris. Mon corps se tend. Les bruits de pas s'éloignent. Enfin. Paul et moi restons longtemps immobiles. La voiture de Jerry démarre dans un crissement de pneus. Nous avons droit à un répit. Mais pour combien de temps ? Chapitre 58. Lorraine, 11 mai 2011. Je roule à toute allure à travers la forêt. Les gyrophares projettent leur lumière bleue et rouge sur les arbres déformés par la vitesse. Autour de moi, tout prend un aspect fantasmagorique. J'arrive enfin devant la maison de Jerry, située au cœur de la forêt, juste après l'aire de camping Jebedia Smith. J'emprunte un chemin de terre après avoir éteint mes phares. L'habitation semble vide. Maintenant que je suis là, autant y jeter un coup d'œil. Je me gare un peu plus loin, à l'entrée d'un sentier parallèle à l'habitation du shérif. Je décide de laisser Flash dans ma voiture par souci de discrétion. Je coupe par le sous-bois pour rejoindre sa maison. Une partie de moi tente encore de se convaincre que ce n'est pas que le fruit du hasard, qui ne peut pas être lié à tout ça, que je n'aurais pas été assez stupide pour me laisser duper pendant de si longues années. Devant moi, la maison de Jerry, une construction en bois typique de la région, de plein pied, sobre, légèrement surélevée, avec 3 ou 4 pièces et une terrasse. Je contourne la bâtisse, franchis les quelques marches qui mènent à la porte de derrière, et sans hésiter brise un carreau et ouvre le verrou de l'intérieur. Évidemment, je n'ai pas le droit de faire ça. Il me faudrait un mandat. Tout ce que je vais découvrir ici sera irrecevable durant un procès. Peu importe, je dois avancer, le temps presse. Paul et Charlie sont dehors, dans la nature, traqués par la ville entière. Je me lance dans un rapide tour des lieux de cette maison que je connais par cœur. Tant d'objets ici me sont familiers. Dans un coin, il y a son vieux raton laveur empaillé, couvert de poussière, qu'il a surnommé Gordon. Une bestiole qui venait fouiller ses poubelles chaque nuit et qu'il a mis des semaines à piéger. Tous ces cadres photos retraçant sa carrière et son engagement au service de la ville. Un cliché m'interpelle plus que les autres. Il trône au-dessus de la cheminée. On y voit Jerry et moi lors de mon intronisation. Jerry, tout sourire, m'accroche sur le torse mon insigne d'adjointe. J'ai le ventre arrondi, des joues roses et des espoirs plein la tête. Un autre temps, une autre femme. Ma main caresse le cuir usé de son vieux canapé. Quand j'étais à bout, que la disparition d'Alex me rendait folle, je m'effondrais ici. Et j'écoutais ces mots, qui me réconfortaient, me soignaient, à leur manière. Face au silence de mon mari, j'ai trouvé ici un refuge. Jerry a toujours été celui qui m'a aidé à sortir la tête de l'eau. J'ai envie de tout envoyer valser, tous ces mensonges. Dans la salle à manger, sur la table, il n'y a qu'un seul couvert. Son écran de télévision, en face, compagnon de ses nuits solitaires. Une mise en scène qui raconte tant de petites habitudes, celle d'un vieux célibataire. Mes pieds manquent de s'enfoncer dans les lattes abîmées du parquet. Dans la chambre, une grande armoire avec les vêtements parfaitement repassés de Jerry. Je pénètre dans son bureau. Plusieurs étagères de livres, beaucoup traitant de l'histoire des pionniers. Au centre de la table se trouve un livre ouvert, La mythologie des plantes, d'Angelo de Gubernatis. Je le feuillette et tombe sur un passage couvert d'annotations illisibles. Sur la page de gauche, une gravure représente une étrange créature qui émerge du tronc fendu d'un arbre. Son corps est lui-même constitué de branches, de racines et de lianes entortillées. Je reconnais l'horrible idole que nous avons découverte dans les souterrains de la mine hydraulique. Sur la page de droite, un titre, Ascafroa, suivi d'un long texte. J'en lis un extrait rapidement en gardant un œil sur la fenêtre.
Askafroa, Askefrou ou Eschenfrau, femme du frêne, entité du folklore scandinave et allemand, hypostase de la déesse mère ou d'Yggdrasil, source de toute vie, entité malfaisante et malveillante. Askafroa aurait besoin d'être apaisée par des sacrifices lors d'un jour bien particulier, le mercredi des cendres. Sa bénédiction protégerait des épidémies et ravages. Je ne prends pas le temps de finir ma lecture, ça me suffit. Paul avait raison. Jerry, Howard et les enfants de Redwoods vénéraient bien cette mystérieuse Askafroa. Je poursuis mon exploration et arrive devant une dernière pièce, dont la porte est fermée par un gros cadenas. Que caches-tu là-dedans, Jerry? Pas le choix. Je sors mon arme, recule d'un pas et tire. Le son de la détonation se répand dans la maison. Le verrou lâche en laissant échapper un petit nuage de fumée. Sous mes pieds, un escalier s'enfonce dans l'obscurité. Je braque ma lampe vers les ténèbres et commence à descendre. Arrivé en bas, j'allume un interrupteur. Un néon crépite puis diffuse une lumière blafarde dans un espace d'une quinzaine de mètres carrés. Il n'y a pas grand-chose ici. Un grand établi en acier chargé d'outils. Les murs sont couverts d'un bardage en lambris. Dans un carton, je remarque quelque chose. Il s'agit d'une paire de lunettes de vision nocturne. Je soupçonnais les tueurs d'emporter l'heure des meurtres. Ça ne peut pas être un hasard. Mue par une curiosité morbide, je l'enfile. Dans un grésillement de lentilles laisse apparaître une visée grise. Grâce à elle, je distingue mieux la partie sombre sous l'escalier. Là, les contours d'une ouverture qui se mêle parfaitement au lambris. Je retire les jumelles et m'avance vers le passage dissimulé. Je tâtonne le long de la cloison jusqu'à atteindre la porte en métal, de plusieurs centimètres d'épaisseur. Il fait une obscurité totale à l'intérieur. C'est un sas similaire à ceux que l'on trouve dans les chambres froides. Sur le panneau en aluminium, Jerry a fixé la découpe du lambris afin qu'elle soit quasi invisible. Sans les jumelles, je n'aurais jamais découvert son existence. En allumant l'interrupteur, j'étouffe un cri de terreur. Suspendue à un crochet, une silhouette fantomatique. J'ai devant les yeux la confirmation définitive de mes soupçons. La combinaison de l'homme arbre. Des traits de peinture noire soulignent le dessin des muscles et tracent des inscriptions étranges. À côté, son satané masque avec une corne arrachée. Au sol, il y a des bidons de produits désinfectants, de formol et plusieurs barils d'essence. Sur les étagères, différents types de produits détachants. Javel, ammonium, acide acétique. Au fond de la salle, je découvre une grande table en inox. Je repousse la combinaison, qui exhale une forte odeur de javel et l'examine. Divers objets sont posés là, parfaitement alignés. Au milieu trône-t-elle un objet sacré, son arme, la longue dague recourbée. C'est sensiblement la même que celle trouvée auprès de Paul Green sur l'île Kellen. À ceci près que le manche et la lame semblent plus travaillés, couverts de gravures. C'est cette même arme qui m'a agressée et qui a tué de si nombreuses reprises. Il y a autre chose au fond de la pièce, quelque chose que j'aurais préféré ne pas voir. Une vision démente. Jerry a bâti, sur un pont du mur entier, une sorte d'autel dédié à Askafroa. Au centre, on retrouve une représentation en bois de la déesse, mais c'est ce qu'il y a autour qui me révulse. Là, disposées en cercle concentrique, des dizaines de mains humaines ont été fixées à même le mur. Elles sont remarquablement bien conservées, clouées sur des petits cadres de bois. Au-delà de l'horrible mutilation, et ce qui a été fait à chacune de ces mains qui me dégoûte. Les doigts sont écartés et dans la chair du poignet tranché, à chaque fois, Jerry a greffé des petites brindilles d'herbe, comme si la chair et la sève ne formaient plus qu'un. Ses doigts ouverts, ses branches comme des racines. Je reconnais le symbole de l'arbre démultiplié ici à l'infini. Combien y en a-t-il? 50? Peut-être beaucoup plus. Une voix derrière moi. Tu n'as pas le droit d'être ici. Je m'apprête à dégainer. N'y pense même pas, Lorraine. Donne-moi ton arme et retourne-toi lentement. Je lui fais face. Jerry est là, dans l'embrasure du sas. Il braque son pistolet sur moi.
Ton arme maintenant. Ton téléphone aussi. Elle lève les bras au-dessus de la tête. Je m'exécute. Tu n'as rien à faire là, c'est un sanctuaire. Personne n'a le droit de venir ici. Je suis désolée, Jerry. Il fallait que je comprenne. C'est donc toi depuis le début. À quoi bon te répondre, Lorraine? Qu'est-ce que ça changera? Tu t'es déjà fait ton idée, n'est-ce pas? Tout m'accuse. Le costume, l'arme. Tu as ton coupable. Ça ne te suffit pas? Non, je veux que tu m'expliques. Pourquoi, Jerry? Pourquoi? Il me montre l'idole d'un air fatigué. Parce qu'Ascafroa l'exige. Elle a toujours demandé que l'on fasse couler le sang, depuis le premier jour de la colonie, depuis que Nicolas Kellen a entendu son appel. Nous n'avons jamais eu d'autre choix. C'est notre mission, notre sacerdoce, pour protéger la ville et tous ses habitants. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi il y avait si peu de maladies, de violences, de drames à Redwoods? C'est grâce à notre action et à sa protection. Si seulement Green et toi n'aviez pas creusé sans relâche, nous n'en serions pas là. Tout continuerait comme avant. Comme avant? Tu veux dire en continuant à tuer des innocents? Et tout ça pourquoi? Pour une idole en bois surgie de nulle part? Tu ne veux pas voir la vérité. La forêt nous a toujours protégés. Des incendies, des maladies, des intempéries. Regarde la crise que traverse notre pays. Ces milliers de familles qui ont perdu leur maison, leur vie. Ici, elle nous a épargnés. Et tout cela a un coût. Ascafroa nous demande du sang en retour. Pour calmer sa furie. À Redwoods, et pour pardonner les crimes de nos pères partout ailleurs. À chaque forêt qu'on arrache, à chaque espèce qui disparaît, il faut que le sang coule. Car Ascafroa hurle et nous sommes le dernier rempart. Mais tous ces innocents, Jerry, personne n'est innocent. Ces randonneurs, ces étrangers qui viennent souiller nos terres, ils méritaient de mourir tout autant que n'importe quel arbre, selon la loi des hommes, mérite d'être coupé. Les humains tuent, arrachent, déracinent aveuglément. Ascafroa exige en contrepartie que nous fassions de même. Mais tu es fou. Non, c'est le monde qui est fou. Lorraine, pas nous. Tout n'est que chaos et anarchie. Regarde la violence partout. L'humain est un virus qui se répand et engloutit tout. Il détruit, arrache, brûle, explose, s'entretue chaque jour un peu plus. Et quand il n'aura plus rien à bouffer, il se dévorera lui-même. Nous sommes un mal nécessaire. Grâce à notre action, la folie des hommes reste à nos pertes, enfouie dans les racines de notre forêt. À Redwoods, le monde ne change pas. Il est le même depuis 150 ans, protégé, intact, en ordre. Il est resté pur. Ascafroa est un mirage, Jerry. Une excuse pour déverser vos pires instincts. Toi comme les autres, vous vivez dans la peur. Il n'y a rien dans cette putain de forêt, pas d'esprit maléfique, pas de déesse vengeresse. Le mal est bel et bien là, mais en vous. Il n'y aura jamais de barricade de murs assez hauts, Jerry. Jamais assez de sacrifices. On ne peut pas vivre isolé du reste du monde. Tu veux protéger notre communauté, mais en réalité tu nous étouffes à petit feu. Mais qui avait confiance en toi? Plus qu'en quiconque. Je ne t'ai jamais fait ça. Non, je n'ai jamais fait ça pour te faire du mal. Au contraire, ne pas t'en parler, c'était te protéger. C'est notre secret, notre fardeau à nous autres. Enfants de Redwoods, le prix à payer. Tu crois que je n'aurais pas aimé avoir une vie normale? Une femme, des enfants? Plus Jerry parle, plus sa voix se charge d'une profonde lassitude. Mais Ascafroa ne l'aurait pas toléré. Elle me veut tout à elle. Il n'y a de la place pour rien ni personne d'autre. Quiconque détourne le regard est puni. C'est ce qui est arrivé aux anciens habitants de Redwoods. Ascafroa les a avalés, car il ne voulait plus croire en elle. Tu peux trouver toutes les excuses du monde, Jerry.
Tu restes un assassin. Dans ce cas, nous le sommes tous. Les enfants de Redwoods veillent sur ces terres depuis 150 ans. Chacun dans sa famille, sans même le savoir, compte un parent, un cousin, un frère, un ancêtre qui a fait partie de notre ordre. Chacun de nous a les mains tachées de sang et de sève. Nous sommes tous coupables, et toi la première. Je sais déjà qu'Alex faisait partie des enfants de Redwood. Tu ne sais rien. Il marque un temps. Tu crois que je suis l'assassin. Et ça t'arrange de penser cela. Pourtant, je ne suis que le gardien, celui qui nomme les Corses. Parmi les enfants de Redwoods, chacun avait un rôle à jouer. Il y en a toujours été ainsi. Moi, je devais protéger notre secret coûte que coûte. Et c'est ce que j'ai fait. C'est mon héritage, ma malédiction. Je suis atterrée par ces paroles, par tout ce qu'elles impliquent. Tous ces mensonges. Pendant tout ce temps, je ne voulais pas en arriver là, Lorraine, je te le jure. J'ai vraiment tout fait pour t'écarter de cette enquête. Tout fait pour que tu te raccroches et que tu passes à autre chose. Mais tu ne voulais pas, bordel. Pourquoi n'as-tu pas fait comme les autres? Ils ont tous continué leur vie comme si de rien n'était. Pourquoi pas toi? Personne d'autre à Redwood ne se souciait de ces disparus. Ces hommes, ces femmes, ils n'étaient personne. Des paumés sans avenir, sans famille, qui venaient salir nos terres, notre forêt. Il se donne un coup sec sur la tête. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, hein? Tu peux me le dire? Qu'est-ce que je peux faire? Mettre un terme à tout ça, Jerry. Raconter la vérité. Faire face aux horreurs que vous avez commises. Et laisser enfin notre ville retrouver la paix. Non! Dans ce cas, tu vas faire quoi? Me tirer dessus? Je ne sais pas! Son regard est comme happé par la statue de bois. Il se tend brusquement. Non, je ne t'écouterai pas. Je dois aller au bout. C'est ce qu'elle attend de moi. Je n'ai pas le choix. Je sais où trouver Green et la gamine. J'ai reçu un appel. Des types les ont vus vers l'embouchure de la rivière Smith. À ces mots, Jerry recule, sans cesser de me garder en joue. Je saisis... Non, pardon. Se saisit de sa lame recourbée et referme la porte du sas. Je me jette dessus le martel en hurlant. Je suis piégée. Je vous remercie à tous pour votre passage. Je vous souhaite une agréable soirée et puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous, bisous.